Merci d'être tous venus ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie de ne plus comprendre le sens de ce que vous faites? De ne plus savoir pourquoi vous vous levez le matin? Bref, de vous rendre compte que vous cherchez un sens à votre vie. Moi, oui. C'était il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et comme je suis une personne hautement raisonnable, j'ai fait ce que quelqu'un de raisonnable ferait. J'ai demandé à Google. Vous voyez, on était un peu avant les fêtes de Noël. Et donc, j'ai posé la question, j'ai cherché sens de la vie sur Google de manière très naïve. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? 42, tout à fait. Eh bien, pas du tout. Par un drôle de hasard, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle le jeu de la vie. Et alors moi, à l'époque, je me posais des questions sur ce que je faisais parce que j'étais professeur de littérature. Alors ça pousse à se poser beaucoup de questions sur ce qu'on fait dans la vie. Pas évident. Et je vois des trucs comme automate cellulaire, Turing complet, et je me dis, c'est la merde. Là, le sens de la vie, il est en train de m'échapper, mais bon, je suis quelqu'un d'un petit peu curieux, je suis assez ouvert d'esprit. Et donc, je me suis dit, on va aller voir ce à quoi ça ressemble, et peut-être que je trouverai des réponses là-dedans. Et donc, j'ai été voir et je suis tombé sur quelque chose comme ça. Quelque chose qui m'a intrigué, mais aussi fasciné, des sortes de points comme ça qui se baladent de manière aléatoire, mais en même temps qui semblent former des motifs. Et là, je me suis dit, ok, si c'est ça le sens de la vie, écoutez, je suis désespéré, je donne tout, et on va tenter de comprendre ce que c'est, le jeu de la vie, pour essayer de trouver le sens de la vie. Alors, bizarre, vous me dites, mais alors, qui ici connaît le jeu de la vie? Parfait, nous sommes entre connaisseurs. Néanmoins, pour l'inclusivité la plus totale, je vais rappeler ce qu'est le jeu de la vie pour que tout le monde puisse suivre. Donc assez rapidement, le jeu de la vie est plutôt mal nommé puisque c'est avant tout un jeu à 0 joueur, c'est-à-dire que vous n'y jouez pas. Il se joue tout seul, il n'a pas besoin de vous, il est indépendant. Il se joue sur un plateau infini en 2 dimensions, c'est-à-dire une grille, si vous voulez, avec des cases. Et sur ces cases, leur état peut être binaire. Elles sont blanches ou noires, remplies ou vides, ou, dans le jargon du jeu de la vie, vivantes, si elles sont noires, remplies, ou mortes, si elles sont blanches. Et le principe, c'est que dans le jeu de la vie, on calcule des générations qui se suivent, c'est-à-dire des états du plateau qui vont se suivre les uns après les autres, et chaque état du plateau, le statut de chaque grille, de chaque case, dépend de l'état précédent du plateau. Et là, vous allez me dire, jusqu'ici, c'est assez abstrait, mais en fait, donc voilà, j'avais une petite illustration pour vous. Ça, c'est un état, ça, c'est l'état suivant. Bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Et en fait, comment on fait pour calculer le passage d'une génération à l'autre? C'est qu'en fait, chaque cellule du plateau dépend, pour savoir si elle est vivante ou morte à la génération suivante, de l'état des 8 cellules qui l'entourent. Okay? Et là, on pourrait croire qu'on va partir dans quelque chose d'assez compliqué, mais en fait, le jeu de la vie n'a que 4 règles. C'est donc un jeu extrêmement simple, beaucoup plus simple que plein d'autres jeux. Et je vais vous les expliquer tout de suite. Donc, première règle, une cellule vivante qui a moins de 2 voisins à une génération n meurt à la génération n plus 1. Okay, donc là, on a notre petite cellule, elle est toute seule. Génération suivante, c'est ciao, elle a disparu, elle est morte. Deuxième règle, une cellule vivante avec 2 ou 3 voisins survit à la génération d'après. Okay, elle reste en vie. Là, notre cellule témoin est entourée de 3 autres cellules vivantes. Tout se passe bien, tout le monde est content. Rien ne change à la génération suivante. Troisième règle, j'espère que vous voyez un pattern, une cellule vivante avec plus de 3 voisins meurt à la génération d'après, elle meurt de surpopulation, là elle se sent pas bien, là elle a chaud, il y a 4 cellules autour d'elle, et donc à la génération suivante, elle disparaît. Jusqu'ici, je vous ai donné 3 règles, mais c'est 3 règles qui permettent de soit faire en sorte que des cellules vivantes restent en vie, ou que des cellules vivantes meurent. Mais donc là, jusqu'ici, on n'a pas vraiment de règles qui permettraient d'expliquer la propagation de motifs sur un plateau. Ça, c'est le taf de la 4e règle, la plus intéressante, celle où on fait un peu de nécromancie. Toute cellule morte, avec exactement 3 voisins, devient vivante à la génération suivante. Et c'est ça qui fait qu'on a des motifs qui peuvent se déplacer, grandir alors qu'ils étaient plus petits, et ainsi de suite. Et donc là, hop, notre cellule témoin réapparaît. Donc, moi, ce que je me suis dit, ok, il faut que je comprenne le jeu de la vie, c'est parti. Eh bien, je vais tenter de l'implémenter. Alors, j'ai tenté une implémentation assez simple sur le web, donc en JS. Okay, vraiment quelque chose d'extrêmement naïf que je vais vous expliquer, qui prend la forme suivante. Okay,
notre tableau, notre plateau de jeu, il est représenté sous la forme d'un tableau d'entiers binaires, 1 ou 0, et donc chacun correspond à une case. Avec ça, on fait un rendu graphique grâce à l'API Canvas, on en reparlera après. Et évidemment, ce que je fais, c'est que j'itère sur ce tableau pour calculer l'état des cellules voisines de toutes les cellules du tableau, les unes après les autres. Je mets à jour mon tableau, je mets à jour mon rendu graphique, on a une boucle de rendu, et tout fonctionne très bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Énorme moment de stress. Bon, ça a l'air de fonctionner. Alors en fait, comme le truc c'est pré-rendu, en fait, s'il ne commence pas au début, je vous le relance, mais ça donne quelque chose comme ça. C'est moins saccadé sur mon écran, croyez-moi. Mais on a quelque chose qui fonctionne, on voit bien un jeu de la vie. Alors là, pour faire quelque chose de plus simple, le plateau n'est pas réellement infini. En fait, la bordure de gauche communique avec la bordure de droite et celle d'en haut avec celle d'en bas, donc on a plutôt l'équivalent de quelque chose sans bordure en fait, mais pas réellement infini. Et ça tourne, sauf que, petit problème, moi je vous rappelle que je me suis lancé dans cette aventure pour comprendre le sens de la vie. Sauf que là, ça c'est un petit plateau, c'est une grille de 100 par 100. Donc quand même, là je comprends peut-être le sens d'une semaine de ma vie ou peut-être le sens d'un mois de ma vie, mais moi qui cherchais des réponses à mes questions existentielles, je les trouve pas. Donc évidemment, je me suis dit, c'est parti, on va tenter de faire ça sur des plus grands plateaux, peut-être essayer d'atteindre des plateaux infinis. Là, vous voyez ce bouton, je vais essayer de faire ça sur une grille plus grande. Et là c'est un peu la catastrophe. J'étais mal, je vais pas vous le cacher. Parce qu'en fait, si vous voyez bien le compteur de frames par seconde, donc le nombre de rendus que j'arrive à faire par seconde, en fait, il chute drastiquement dès qu'on passe sur des plateaux plus grands. Mais celui-ci est même pas non plus si gigantesque que ça. On pourrait imaginer des trucs beaucoup plus grands. Là, ça a été un réel coup dur. Mais j'ai de la ressource et je me suis dit, maintenant que je fais un petit peu de développement web, je vais appliquer les bonnes pratiques et je vais aller voir dans mon fidèle debugger, dans un inspecteur de performance, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est si lent? Donc là, c'est celui de Mozilla, de Firefox, mais j'ai été voir ça et là, ce que j'ai vu m'a pas mal intéressé et m'a donné la réponse à ma question. En fait, ce qui se passe, c'est que la petite logique en JS que je vous ai expliquée, elle est super longue parce qu'en fait, on calcule l'état de chaque case du plateau. Donc, quand on augmente la taille du plateau, on augmente énormément le nombre de cases et du coup, ça prend beaucoup de temps à calculer. Du coup, sur ce petit graphique, en jaune, on a le temps passé à faire du JS, c'est-à-dire grosso modo à calculer l'état de la génération suivante. Et en bleu, on a le rendu graphique. Donc, ce qu'on voit, c'est que je passe 2/3 de mon temps à calculer la génération suivante et seulement 30% du temps à rendre graphiquement. Donc la chose sur laquelle je dois agir, c'est rendre mon calcul plus performant. Et là, je commençais déjà à devenir un dev JavaScript assez aguerri, puisque au lieu de me dire, tiens, je vais peut-être optimiser mon algorithme, je vais peut-être essayer de gagner de la performance comme ça, je me suis dit, pas du tout. Je vais blâmer mon langage, bien sûr, puisque c'est évidemment ce qu'il faut faire. Donc je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas moi, c'est pas la façon dont j'ai implémenté cet algorithme, mais c'est bien sûr JavaScript qui est un langage horrible, comme tout le monde le sait. Et c'est là que WebAssembly arrive à la rescousse. Alors, qu'est-ce que c'est WebAssembly ? J'ai à peu près 5 minutes pour vous présenter ça, donc tout va très bien se passer. On va faire une présentation très haut niveau. WebAssembly, ce que vous devez retenir si vous ne savez pas ce que c'est que c'est une cible de compilation. C'est-à-dire que c'est un format dans lequel, à partir d'à peu près n'importe quel langage, on va dire, vous pouvez compiler. Et ensuite, idéalement, nous, ce qui nous intéresse ensuite, c'est de pouvoir utiliser ce code compilé dans un navigateur. Mais en fait, on peut aussi l'utiliser dans plein d'autres contextes, comme le montre cette illustration un petit peu trop compliquée. Moi, j'ai choisi de faire du Rust, et du coup, je me suis dit, Rust, c'est super performant, ça va complètement résoudre mon problème. Donc en gros, le petit module du jeu qui calcule l'état du jeu de la vie en JavaScript, je l'ai traduit en Rust, on va dire, je l'ai fait tourner en Rust, et je l'ai compilé en WebAssembly, avec, dans ma toolchain Rust, une petite spécificité, c'est une crate qui s'appelle wasm-bindgen, qui est ultra pratique. Ça fait qu'en gros, quand je vais compiler en wasm, ça va aussi me sortir des fichiers JS avec des fonctions qui sont exportées et que je peux appeler pour interagir avec mon module en wasm. Okay, ce que vous devez retenir, c'est que grâce à ça, pour moi qui suis dev en JS, quand je veux utiliser ce nouveau module dans mon application, c'est aussi simple que d'importer une fonction et de l'utiliser. Et modulo quelques détails d'implémentation, ça marche plutôt très bien. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on est encore en JS, et
En cliquant là, on va passer en Wasm. Rien à voir. J'espère que vous êtes impressionnés. Moi, j'étais époustouflé. Je vois des gens qui applaudissent. N'hésitez pas, hein, vous pouvez. Merci. Merci à tous. Non, bon, en fait, évidemment, ce jeu de la vie, il marchait très bien sur un petit plateau en JS. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ait un gain de performance significatif en changeant la techno. Mais du coup, ce que vous voulez voir, c'est évidemment qu'est-ce qui se passe sur une grande grille. Et sur une grande grille, en fait, c'est un peu décevant. On a le même problème. Mais on a le même problème, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, si vous vous souvenez des graphiques de performance que j'ai montrés tout à l'heure, je vous disais, on passe deux tiers du temps à calculer du JavaScript et un tiers du temps à faire du rendu graphique. En fait, ce qui va se passer ici, c'est que même si, je sais pas, genre je divise par 2 ou même par 10 le temps passé à faire du JavaScript, je passe toujours autant de temps à faire du rendu graphique dans le DOM. Et du coup, c'est la prochaine étape de mon optimisation de performance. Donc on peut quand même voir qu'ici, il y a une légère amélioration. Et du coup, dans mon application, j'ai fait quelque chose qui va nous permettre de voir cette amélioration. C'est que j'ai fait une option pour rendre graphiquement moins souvent. Donc quand je clique sur ce bouton, maintenant, on rend graphiquement l'application, on rend graphiquement le plateau toutes les 10 générations au lieu de toutes les 1 génération. Donc du coup, le poids de mon amélioration de performance, il est multiplié par 10. Et là, donc, les frames par seconde, maintenant, ce sont des frames qui comptent 10 générations à la fois. Et à ce niveau-là, on peut quand même voir que l'application en Wasm, elle tourne à peu près 2 fois plus vite que celle en JavaScript. Parce que là, du coup, le gain de performance de Wasm est vraiment exploité. Donc évidemment, on passe de 3 à 6 frames par seconde, ce qui n'impressionne personne. Mais si vous voulez objectiver le gain de performance, on peut faire comme ça. Donc évidemment, je suis retourné dans mon debugger pour essayer de voir ce que j'avais fait et essayer de voir la preuve que ça fonctionnait mieux quand même si on ne le voyait pas forcément en rendu final. Et donc, on voit la même chose, c'est-à-dire que, on voit quelque chose d'inversé, c'est-à-dire que le rapport entre le temps passé à faire le calcul de l'état suivant et le temps à rendre graphiquement cet état suivant, en fait, le rapport s'est inversé. Maintenant, je passe les 2 tiers de mon temps à faire du rendu graphique, donc c'est-à-dire que la prochaine étape, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, serait en fait d'améliorer la méthode de rendu graphique, d'utiliser peut-être du WebGL plutôt que du Canva où on doit dessiner tous les pixels un à un, à peu près. Ça serait sûrement beaucoup plus rapide. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, les petites vagues, elles sont beaucoup plus serrées, ce qui veut dire qu'on traite plus de cycles dans le même temps. Et on est passé de ça, en gros, 2 tiers dans le DOM, 1 tiers dans le JavaScript. Alors ça me frustrait quand même un petit peu d'en arriver à ce résultat, pas exceptionnel. Du coup, j'ai quand même fait quelque chose pour les amateurs de stats. J'ai fait tourner mon module sans rendu graphique, avec des plateaux de plus en plus grands, en Wasm et en JavaScript, pour un peu comparer, si on enlève la question du rendu graphique, à quel point je vais plus vite avec du Wasm. Et donc ce qu'on voit, c'est que les résultats sont pas mauvais, c'est-à-dire que vous voyez qu'en JavaScript, au fur et à mesure que la taille du plateau en abscisse augmente, en fait les performances se dégradent énormément. Enfin, quand il vous faut plus de 2 minutes pour calculer 1000 générations sur un plateau d'1 million de cases, qui n'est pas si énorme que ça, c'est des très mauvaises performances. Et ce qu'on voit, c'est qu'en WebAssembly, on tient beaucoup mieux la charge et ça scale mieux, on va dire. Mais ce n'est pas non plus une solution miracle. Et vous voyez bien que quand même le temps de calcul augmente, mais juste il est plus maîtrisé. Alors, si vous voulez plus de détails, parce que là je suis allé très vite, c'est un quickie de 15 minutes, je ne peux pas vous présenter beaucoup plus de choses que ça. J'ai donné cette même présentation dans un format beaucoup plus long, de plus de 30 minutes, au Meetup Lyon.js. Et là, je rentre dans des détails d'implémentation, de comment j'ai interfacé JS et Wasm, un petit peu sur quels obstacles je suis tombé, comment on arrive à manipuler la sandbox WebAssembly à partir du navigateur et du code écrit en JS. Bon, faisons un petit peu le bilan de cette petite opération. Alors, est-ce que j'ai trouvé le sens de la vie grâce à WebAssembly ? Peut-être pas. Finalement, vous voyez que mon jeu de la vie, il n'est pas si rapide que ça, même sur des grands plateaux. Et puis, le titre était peut-être un petit peu aguicheur. Mais il n'empêche que, cependant, grâce à cette petite expérience, en fait, moi, depuis, je me suis reconverti dans le web. Je travaille maintenant chez Zenica, à Lyon, ici. Je vous tourne le dos, c'est extrêmement mal poli. Grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu venir vous donner ce talk et c'était un très grand plaisir pour moi. J'espère que vous avez apprécié et je vous remercie. Et je passe à la slide suivante.